House of the Dragon, c'est juste une série historique avec des dragons. Ça, c'est le principal reproche qui a été fait à la série par ceux qui ne l'ont pas vraiment apprécié. Et en vrai, c'est une affirmation avec laquelle je suis plutôt d'accord. Bah ouais, House of the Dragon ressemble assez peu à l'idée qu'on se fait en général d'une série de fantasy. La majeure partie de la saison se déroule dans des lieux sombres et froids, les personnages sont tous des aristocrates qui, pour la majorité, ne pensent qu'à défendre leurs intérêts, et le sujet principal de la série est une guerre civile, dont le seul réel élément de fantasy, ce sont les dragons. De son côté, Game of Thrones avait une approche de la fantasy bien plus marquée. On avait de réels héros, porteurs de nobles valeurs, une menace ancestrale qui apportait une véritable dimension épique, un bestiaire fantastique plutôt large, de la magie et un vaste monde dont on explorait les différentes cultures. Du coup, ouais, quand on compare, House of the Dragon semble être plus proche d'une série historique comme les Tudors que d'une série de fantasy comme Game of Thrones ou les Anneaux de Pouvoir. Mais pour moi, ce côté série historique de House of the Dragon est loin d'être un défaut. Au contraire, c'est même la plus grande qualité de cette première saison. Et je vais vous expliquer pourquoi en analysant 4 de ces aspects majeurs. 3 que je trouve positifs et 1 que je trouve négatif. Premièrement, le temps. La première saison de House of the Dragon se déroule sur plus de 20 ans, avec au total pas moins de 6 ellipses temporelles, allant de quelques mois pour la plus petite à 10 années entières pour la plus grande, qui arrive en milieu de saison. Alors, je sais que je parle très souvent des ellipses en positif dans mes vidéos, mais là, pour une fois, je vais faire exactement pareil. Déjà, toutes ces ellipses permettent d'avoir un bon rythme et des enjeux forts sur l'ensemble de la saison, puisque chaque épisode va raconter des événements cruciaux de la vie de nos personnages. Un mariage, un conflit armé, une crise de succession, etc. Et une fois que l'événement est passé, une fois que la tension retombe, on a une ellipse jusqu'au prochain événement fort. Grâce aux ellipses, il n'y a donc pas d'épisode de remplissage, pas de moment creux. On n'a jamais l'impression que l'intrigue fait du surplace. En bref, pas. Et ce n'est qu'une fois la saison terminée qu'on réalise qu'on était en fait devant une saison d'introduction. Mais on ne s'en est pas rendu compte, parce que chaque épisode était prenant, avec des enjeux clairs et forts. Et rien que ça, c'est déjà très agréable pour les spectateurs. Ensuite, avoir autant d'ellipses permet évidemment de faire évoluer l'univers et les personnages, et ça permet aussi de décupler la puissance émotionnelle de nombreuses scènes, comme par exemple des retrouvailles entre des personnages qui ne se sont pas vus depuis plusieurs années, ou encore l'ultime marche vers le trône d'un roi en souffrance, dont on a suivi le déclin au fil des ans. Avoir réussi à rendre cette scène aussi puissante, c'est quand même balèze. D'ailleurs, si le personnage de Viserys fonctionne aussi bien, c'est en partie grâce aux ellipses, parce qu'on voit le personnage lentement dépérir et souffrir pendant des années. Si l'état de Viserys s'était dégradé en quelques jours ou semaines, on n'aurait pas eu la même empathie pour le personnage, et ces grandes scènes auraient été moins impactantes. Un autre atout de toutes ces ellipses, ce sont les nombreux personnages qu'elles permettent d'introduire à l'histoire, et qui vont apporter un nouveau souffle à la saison, une nouvelle dynamique, qui était bien nécessaire, puisque la série, dans ses premiers épisodes, avait assez peu de personnages, et elle aurait vite fini par tourner en rond. D'ailleurs, la plupart de ces nouveaux personnages ont une particularité. Ce sont les enfants de ceux qu'on a suivis pendant plusieurs épisodes, ce qui les rend automatiquement intéressants, puisqu'ils sont reliés par des liens émotionnels forts aux premiers personnages qu'on a connus, des liens dans lesquels peut facilement se projeter le spectateur, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, le dernier point positif de ces ellipses, c'est tout simplement de nous faire ressentir le temps qui passe. Quand on revoit les images des premiers épisodes après avoir terminé la saison, on se rend compte qu'il s'en est passé du temps. On commence avec une enfant et on finit avec une reine. On commence avec un roi et on finit avec un... Le temps long vient apporter de l'épaisseur et donc de la vraisemblance à ce monde et à ses personnages, comme s'ils n'étaient pas juste les protagonistes d'une fiction, mais qu'ils avaient réellement une vie bien remplie, dont on ne verrait que les moments forts. En regardant cette série, on a donc l'impression d'être devant un morceau d'histoire, d'un monde de fiction. Et ça, niveau immersion, c'est pas mal. Le deuxième aspect majeur de cette saison, c'est bien sûr les personnages. Et là encore, on retrouve une certaine approche de vraisemblance historique dans le traitement des personnages. Déjà, un truc tout bête, les prénoms. On a Rhaenyra, Rhaenys, Rhaena, Aemond, Vaemond, Daemon, Aegon, Aegon, Aegon... Rosarum, Rosis, Rosis... Le truc on dirait des déclinaisons latines tellement c'est le bordel. Pour rendre accessible l'adaptation en série télé, les scénaristes auraient très bien pu davantage différencier les prénoms des personnages du livre, comme ça avait été fait pour Game of Thrones par exemple. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors c'est sûr, ça facilite pas la compréhension du spectateur distrait, mais ça contribue à donner de l'épaisseur au monde médiéval que nous présente la série. Ça vient donner au nom une cohésion. Ils semblent tous sortis d'une même culture, et même pour les Targaryens, d'une même dynastie.
That is a name fit for a king. J'ai menti. Enfin bon, c'est bien sympa cette histoire de prénom, mais ça reste quand même du détail. Il y a des points bien plus importants concernant les personnages de la série, et notamment ça. Quasimodo! Voilà, ça c'est un adolescent qui paraît vraisemblable, en tout cas plus que ces énormes BG avec leurs gros abdos de go muscu. Naturel? Bon, plus sérieusement, il y a 2 points importants à relever concernant l'écriture des personnages de la série. Le premier, c'est la place qu'ils occupent dans l'intrigue. En fait, c'est simple, les personnages sont l'intrigue, ils en sont l'unique moteur. Le récit n'est pas axé sur un grand mystère ou sur une menace maléfique, comme souvent dans la fantasy. Non, il est simplement axé sur ces personnages. Ce sont eux qui créent la tension dramatique. Our children are bastards! Certains personnages, dits actifs, vont être à l'origine des situations de conflit, et les autres personnages vont y réagir. C'est tout simple, mais rudement efficace. Strong boys. I dare you to say that again. Why? It was only a compliment. Do you not think yourself strong? Tous les épisodes vont donc reposer sur un ou plusieurs conflits majeurs qui opposent nos personnages. Des conflits entre personnages ouvertement ennemis, mais aussi, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, des conflits entre alliés, qui n'ont pas les mêmes valeurs ou la même vision des choses. Why would you say such thing before these people? I was merely expressing how proud I am of my family, Mother. Though it seems my nephews aren't quite as proud of theirs. Tout ça va rendre le récit organique et mettre en valeur les personnages, leur donner davantage d'épaisseur et de crédibilité, comme s'ils n'étaient pas seulement les marionnettes de scénaristes qui décident tout à leur place, mais qu'ils avaient aussi un libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi à l'époque bénie des premières saisons de Game of Thrones. My lords! Deuxième point important, c'est la façon dont les personnages sont écrits. Pour la plupart, les personnages de la série sont multidimensionnels et nuancés. Alors oui, ils ne sont pas forcément porteurs de belles valeurs, comparés aux héros d'autres œuvres. Et de notre point de vue, ils ont une moralité plus que discutable. Mais c'est ce qui participe à les rendre vraisemblables. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour voir que les aristocrates ont rarement été des enfants de cœur. Souvent, ils cherchent juste à défendre leurs intérêts et ceux de leur famille. Et ça peut passer par des actions qui nous paraissent immorales, comme celle de ce bon vieil Otto par exemple, qui nous paraît être un bel enfoiré, alors qu'en soi, il est juste en mode tout pour la famille. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Ici tout pour la famille, cosa nostra. Mais pour autant, les personnages de la série sont loin d'être des robots sans cœur, qui agissent seulement par calcul et ambition. Au contraire, leurs actions sont souvent motivées par des sentiments, tout ce qu'il y a de plus humain, comme la fierté, la jalousie, la vengeance ou encore l'amour. Et même derrière des actions qui paraissent intéressées, se cache souvent une dimension plus humaine, plus émotionnelle, qui permet de mieux s'identifier à ces personnages. Par exemple, Rhaenyra qui veut devenir reine. On pourrait penser qu'elle cherche à obtenir le trône parce qu'elle désire le pouvoir, et parce qu'elle pense qu'il lui revient de droit. Mais c'est pas si simple que ça, comme l'explique très bien sa première interprète. He becomes her only world, he becomes her only family. So the throne is symbolic of their bond and their closeness and his love for her, and how much is he willing to fight to make sure that she stays on that throne. So I think it's a lot more complex than just wanting power. La série est subtile dans son écriture, et elle ne nous balance pas en pleine gueule toutes les clés de compréhension de ses personnages. Mais le plus bel exemple de nuance dans l'écriture de la série, c'est le personnage de Viserys. Viserys aurait très bien pu être, comme Robert Baratheon dans Game of Thrones, le roi de service dont la mort à l'épisode 8 de la saison 1 servira de prétexte narratif pour déclencher une guerre civile. Mais avec Viserys, on est sur un personnage bien plus développé et profond que l'autre sanglier là. Fucking balls and hunting whores. Or is it the other way around? Dès le premier épisode, on voit les 2 blessures qui vont suivre le personnage sur toute la saison. La blessure physique, qui va empirer au fil de la saison, et la blessure émotionnelle, qui est probablement la pire des deux. En voulant se conformer à ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire avoir un héritier mâle, Viserys a fait atrocement souffrir la personne qu'il aimait le plus au monde, et il ne se l'est jamais pardonné. Comme le dit Paddy Considine, avec la mort d'Aemma meurt aussi Viserys. À partir de ce moment-là, Viserys va plus écouter son cœur que la raison politique, comme quand il nomme Rhaenyra héritière, ou qu'il refuse d'épouser Laena Velaryon et choisit plutôt Alicent. Tout le restant de sa vie, Viserys va chercher à faire le bien, à maintenir la paix, mais il va laisser les tensions grandir au sein de sa famille, en ne réagissant que quand il n'a plus d'autre choix, et il n'y trouvera jamais de solution durable. Tout ce qu'il fera sera de remettre les conflits à plus tard étant en l'occurrence après sa mort. On pourrait donc être tenté de résumer Viserys à un homme bon, mais un roi faible. Sauf que c'est plus nuancé que ça. Déjà, un homme bon, ça se discute. Oui, il veut que sa famille s'entende bien et il est bon avec Rhaenyra, mais ses autres enfants, il n'en a rien à foutre. C'est pas le père de l'année, et c'est pas non plus le mari de la décennie. Go to bed, Emma.
Et puis, Viserys n'est pas un roi si faible que ça. Il sait prendre des décisions difficiles quand la situation l'exige, il sait aussi se montrer ferme si nécessaire, et quand il parle, on l'écoute et on lui obéit. Your father, your grandsire, your king demands it! Viserys est loin d'être politiquement stupide. Par exemple, il est tout à fait conscient des ambitions de Otto, mais il le laisse faire, parce qu'Otto lui est bien utile en retour. Et quand il en a eu marre de lui, il n'a eu aucun mal à le renvoyer. Aussi, Viserys sait très bien que les enfants de Rhaenyra sont des bâtards, seulement il fait semblant de ne pas le voir, pour ne pas nuire à la légitimité de Rhaenyra. Rhaenyra qu'il a toujours soutenu contre vents et marées. Enfin, au dernier jour de sa vie, Viserys se comporte comme un grand roi. Il refuse les sédatifs et décide d'endurer une souffrance inhumaine parce qu'il veut régler les discordes familiales une bonne fois pour toutes, avant de mourir. Donc, plutôt qu'un roi faible, Viserys était un roi qui a fait ce qu'il a pu. La vérité, c'est qu'il n'était pas aidé. Entre Rhaenyra, dont la légitimité est déjà remise en cause par la majorité des sujets parce qu'elle est une femme, mais qui en plus fait des enfants ou Daemon qui agit comme bon lui semble sans rien respecter, ou encore Alicent qui monte ses enfants contre ceux de Rhaenyra à cause des manipulations de Otto. Finalement, Viserys n'avait pas une grande marge de manœuvre, à moins de massacrer la moitié de sa famille ou de déshériter Rhaenyra, ce pourquoi il était moyen chaud. Viserys aura donc été un personnage tragique, du début à la fin, un personnage contre qui le destin se sera acharné, et qui aura fait des erreurs qui le hanteront jusqu'à sa mort. En bref, on a là un très bon personnage, et qui est servi par une interprétation magistrale. Donc voilà, dans House of the Dragon, on n'a pas juste des personnages archétypaux au service d'une intrigue toute puissante, mais des personnages complexes et nuancés qui font l'intrigue. En bref, on a des personnages vraisemblables. Troisièmement, les dragons. Le dragon, c'est probablement la créature magique la plus emblématique de la fantasy. On pourrait donc penser que tous ces dragons vont nuire au côté historico-réaliste de la série, sauf que c'est tout l'inverse. Parce que dans cette série, on n'est pas sur des créatures magiques, intelligentes ou même mignonnes, comme c'est parfois le cas dans la fantasy. Non, dans House of the Dragon, on est plutôt sur ça. Les dragons de la série ne sont pas des créatures merveilleuses, mais des créatures sauvages et imprévisibles, avec un potentiel de destruction gigantesque. En fait, les dragons de la série sont représentés comme s'ils étaient des reptiles qui existaient vraiment dans notre monde. Des bêtes sauvages qu'une famille serait parvenue à domestiquer pour asseoir sa domination sur les autres. C'est un peu bizarre à dire, mais je crois pas avoir déjà vu des dragons aussi réalistes que ceux qui sont dans cette série. Après, vous pourrez me dire, dans Game of Thrones, on avait exactement le même genre de dragon. Alors oui, mais pas tout à fait. C'est vrai que les dragons de Daenerys n'étaient pas tout mignons et qu'ils pouvaient aussi se montrer sauvages. Mais le lien qui les unissait à Daenerys paraissait beaucoup plus fort, plus magique. Alors que dans House of the Dragon, le lien paraît moins magique, et semble plus tenir d'une espèce de hiérarchie de dominance, où le Targaryen est perçu par son dragon comme étant le mâle alpha. Et même quand ils sont liés à un humain, les dragons gardent leur instinct, leur part animale, ce qui donne à toute leur scène une énorme intensité, parce qu'ils sont réellement imprévisibles. The idea that we control the dragons is an illusion. They're a power man should never have trifled with. Le meilleur exemple de ça, c'est bien sûr la séquence de la course-poursuite entre Aemond et Lucerys dans l'épisode final. C'est probablement la scène avec des dragons qui m'a le plus marqué, toute fiction confondue. J'étais à fond dedans, c'était viscéral. Évidemment, la réalisation en mode film d'horreur a bien aidé. Et faire que les dragons finissent par échapper au contrôle de leurs cavaliers, c'est tellement une bonne idée. Ça fait basculer la scène dans une toute autre dimension. À partir de ce moment-là, il n'est plus question de querelle familiale ou politique, d'affect ou de vengeance. On est en plein dans l'animalité la plus brute. Thématiquement, c'est intéressant que ce soit les dragons eux-mêmes qui emmènent le conflit dans un point de non-retour, bien qu'ils ne soient pas non plus les seuls responsables, puisque en vrai, c'est juste un prank qui a mal tourné. Bref, même avec ces dragons, son aspect le plus fantastique, House of the Dragon joue à fond la carte de la vraisemblance, et ça lui réussit tellement bien. Et c'est justement quand elle s'éloigne de cette vraisemblance que les ennuis commencent. Pour moi, le plus gros point négatif de la série, c'est le sensationnel forcé. Dans House of the Dragon, on a un certain nombre de séquences ou d'actions qui sont là seulement pour en mettre plein les yeux aux spectateurs, pour les impressionner, les choquer ou les surprendre. Et c'est trop souvent au mépris de la cohérence et de la vraisemblance. On va se faire quelques exemples. Le tournoi où un grand nombre de fils de la haute noblesse s'entretuent, même après une longue période de paix, j'y crois moyen. La bataille où Daemon survit en 1v1000 et où tous les archers ennemis décident de loucher avant de tirer, j'y crois moyen. Les deux jeunes nobles qu'on laisse s'entretuer dans le hall d'un château à 2 mètres de la princesse, j'y crois moyen. Alors qu'un simple rappelle qu'on est dans un monde civilisé, avec des lois, et c'est appréciable.
Kristen Cole au mariage de la princesse, qui massacre un noble, frappe le marié et futur prince consort avant de sortir tranquillou dans le jardin, sans que personne ne l'arrête. Là, j'y crois pas du tout. Rhaenys qui débarque avec son dragon au milieu du couronnement, en massacrant au passage des centaines de roturiers. Alors ouais, ça a du flow, mais c'est horrible. Au début, je pensais que Rhaenys n'avait pas d'autre choix, que c'était la seule façon pour elle de quitter Fosse Dragon avec Meleys, et donc que ça justifiait son action. Mais en fait, il y a plein d'autres sorties à Fosse Dragon, comme on peut le voir dans le premier épisode. Rhaenys a donc tué des centaines de gens, juste pour gâcher le couronnement d'Aegon et humilier Alicent et compagnie. Alors, si on écoute les scénaristes, ils nous expliquent qu'ils voulaient quelque chose de grandiose pour conclure la scène du couronnement. What's the worst thing that could possibly happen at the coronation and realize that it was a dragon to be let loose? Mais maintenant qu'ils ont mis Rhaenys en position de force, quelle justification ils ont trouvé pour qu'elle épargne Alicent et ses enfants, et que la série ne s'arrête pas à cet épisode? She knows if she sets fire to that dais, she ends any possibility of war and probably sets peace throughout the realm, but I think probably doesn't want to be responsible for doing that to another mother. Ah d'accord, elle ne veut pas infliger ça à une mère, donc j'imagine qu'elle a les centaines de femmes et d'enfants qu'elle vient de tuer 5 secondes plus tôt. Alors oui, on peut penser que tuer des roturiers, Rhaenys s'en fout, parce que c'est une noble de la famille royale et qu'elle a une moralité ambiguë, tout ça. Sauf que là, ça va beaucoup trop loin. Il y a une différence entre assassiner quelqu'un pour servir ses intérêts et un massacre de masse complètement gratuit. Et en plus, tout le monde s'en fout dans la série. Personne n'en parle, comme si l'événement n'était pas arrivé. Comme si un noble pouvait tuer des roturiers en public, et par centaines en plus, sans qu'il n'y ait de conséquences. Le pire, c'est que même la réalisation n'en a rien à foutre. Elle ne calcule pas du tout les morts, et ne montre rien de l'horreur de la scène. Tout ce qui lui importe, c'est juste le flot de Rhaenys. Alors qu'on est quand même sur le plus gros massacre qu'on a pu voir depuis le début de la série. Great heroic moment for her character. Heroic moment. Résultat, on a une scène surprenante, choquante et stylée, mais artificielle, avec des justifications plus ou moins foireuses. C'était pas ma guerre! Ça rappelle des bons souvenirs. Non. Bref, à chaque fois que la série force pour avoir du sensationnel, ça vient nuire à sa vraisemblance, et donc à l'immersion qu'elle provoque chez le spectateur. Et ça, c'est jamais bon. Heureusement, ces écarts restent rares, et dans l'ensemble, avec son approche de série historique, House of the Dragon propose l'une des fantaisies les plus vraisemblables qu'il m'ait été donné de voir, pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer jusque-là, et pour d'autres encore, comme par exemple les décors. Sérieusement, je crois avoir jamais vu une chasse royale aussi bien mise en scène, même dans un film ou une série purement historique. Bref, tout ça crée une grande immersion, ce qui est primordial pour investir le spectateur dans un univers fictif. Et en plus de ça, on a une intrigue prenante, bien rythmée et avec de bons enjeux. Que demander de plus? Pour moi, House of the Dragon est sans conteste la série de l'année. Après, on peut ne pas aimer ce genre d'ambiance réaliste et préférer de la fantasy plus marquée. Mais en tout cas, on ne peut pas enlever à la série d'avoir réussi à trouver dès sa première saison sa propre identité, celle d'une série historique de fantasy. Et ça... J'aime bien!